Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vraiment juste parler du point de vue de la chercheuse et pas du tout du point de vue de l'autrice ou de la traductrice, car je change de chapeau avec une agilité étonnante. Je vais donc vous parler d'un projet de recherche. Il se trouve que quand j'ai vu l'appel à contribution, je me suis dit mais c'est parfait, ça sonne exactement comme ce que je suis en train de faire. Je vais vous parler du livre d'activité pour enfants de type capsule temporelle. Je n'ai pas de souvenir d'enfance, démarre notoirement le héros de W ou le souvenir d'enfance, mais c'est parce que on ne lui avait pas offert, sans doute, à l'âge le plus tendre, l'un de ces livres d'activité pour enfants de type capsule temporelle dont je vais parler aujourd'hui. C'est un corpus qui est à la fois assez hétéroclite graphiquement et en termes matériels, mais aussi assez cohérent idéologiquement et en termes d'usage implicite, de livres à compléter par l'enfant dans le but assumé et parfois très fortement réitéré de redécouvrir à l'âge adulte les souvenirs d'enfance ainsi constitués. Je reviendrai un peu plus tard sur ce corpus. Mon intérêt pour ce type de texte vient de ma première grossesse où on m'a offert quelques livres de ce type. Journal de grossesse, je pense que certaines d'entre vous reconnaissent. Puis, journal de mon bébé, une espèce d'encouragement de plus en plus pressant de faire beaucoup de travail d'écriture et d'archivage à un moment de la vie où on est un petit peu sollicité quand même par d'autres choses, j'ai remarqué. Et voilà, on a cette carotte du bonheur de l'enfant et de la mère qui redécouvriront ces documents. Alors, c'est pas le seul archivage qu'on nous demande de faire quand on a des bébés. Voilà, il faut vraiment faire leurs pieds dans le plâtre. Jusqu'à la goutte de lait maternel transformée en pendentif. Comme pour figer le temps fugace de ces premiers mois qui passent si vite, nous dit-on. Alors d'abord, j'étais intéressée par la romantisation de la petite enfance que ces artefacts impliquent, mais très rapidement, je me suis intéressée à un autre corpus assez voisin, mais plus intéressant me semble-t-il. C'est ces textes qui se présentent pour certains comme des capsules temporelles, des livres d'activité qui visent à faire créer aux enfants des souvenirs pour plus tard, et qui pousse, il me semble, à l'extrême certains des paradoxes mémoriels et temporels qui agitent la littérature jeunesse dans sa théorie depuis sa création. Ce type de livre d'activité nous permet d'accéder, il me semble, à une vision assez intrigante du souvenir d'enfance idéal, ainsi que des conditions idéales pour l'adulte de sa redécouverte. Alors d'abord, je vais commencer par une brève analyse de la capsule temporelle en tant qu'objet mémoriel, à la fois collectif et personnel, et puis je vais présenter certaines conclusions de mon projet de recherche jusqu'à maintenant. Alors, la capsule temporelle, vous le savez, c'est d'abord un objet historique qui est une boîte scellée typiquement mise en terre, pas seulement, mais bon, avec une communauté, par une communauté avec une date précise pour sa réouverture. C'est un élément très commun de la transmission historique depuis l'Antiquité, mais pourtant elle a été très peu théorisée. Il y a une étude qui date de 92, il me semble, de William Jarvis, Time Capsules, A Cultural History, qui reste, me semble-t-il, la seule en termes de taille, de taille d'un livre entier. Il l'a défini comme ça, des objets délibérément scellés et dont la date de redécouverte est spécifiquement fixée. Il y a une association internationale des capsules temporelles qui a été créée en 90, qui vise en fait à la préservation de ces capsules, parce qu'une capsule temporelle c'est compliqué à créer. En fait, techniquement c'est compliqué. Il faut des matériaux qui vont survivre au temps qui va passer. J'ai moi-même participé à une capsule temporelle de l'université de Cambridge en 2008 qui va être rouverte en 2108, et on avait des pages, en fait on nous a donné du papier et des crayons très spécifiquement parce que par exemple le bic s'efface, voilà, donc il faut s'assurer de la préservation de ces éléments-là. L'Association internationale des capsules temporelles estime que 80% des capsules temporelles sont perdues, donc ne sont jamais réouvertes, de celles qui sont faites par des communautés ou par des personnes. Donc elle s'emploie à aider à les préserver et à les redécouvrir. Et l'une des caractéristiques des capsules temporelles qui est importante pour mon étude, c'est qu'elle est pleine de ce que Jarvis appelle useless junk, des machins inutiles, voire des conneries inutiles. Vraiment, c'est ça que ça veut dire. Parce que, outre des lettres écrites spécifiquement, les capsules contiennent souvent des objets domestiques, des objets fabriqués industriellement, ou alors des trucs de petits artisanats pas très remarquables. Parce que le but d'une capsule temporelle, c'est vraiment de transmettre une espèce d'impression de quotidienneté, de domesticité, qui justement, de par leur caractère banal, serait trop quotidienne pour mériter un autre type d'archivage. Et de fait, il y a de nombreux témoignages qu'on peut trouver en ligne de communautés qui ont contribué à l'élaboration d'une capsule temporelle et qui parlent justement
du fait que cet acte représente pour eux la possibilité de faire entrevoir alors ils disent souvent snapshot, un cliché de leur époque. Cliché dans tous les sens du terme d'ailleurs, puisque l'acte même de sceller et de déceler une capsule temporelle est un événement très sentimental, plus que vraiment scientifique, caractérisé par une pompe un petit peu kitsch, avec des rubans et des flonflons, et une dominante émotionnelle fortement positive, si on compte quand même la nostalgie là-dedans. Je cherche pas du tout à diminuer ces qualités, c'est aussi l'occasion de beaucoup de liens sociaux, intergénérationnellement, horizontalement, qui créent une réflexion collective sur la profondeur temporelle et historique. Et on a aussi les capsules temporelles personnelles, alors qui ont été encore moins étudiées pour le coup. Et la capsule temporelle personnelle, c'est les boîtes et les journaux qui sont confectionnés, alors soit par un individu pour lui-même à l'avenir, soit par un individu pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence souvent ses enfants. J'ai fait un atelier autour des livres d'activités de ce type et il y a une jeune femme qui m'a confié qu'elle avait elle-même fait une capsule temporelle personnelle à l'âge de 10 ans, qu'elle ne va rouvrir qu'à 40 ans, là elle avait à peu près 25 ans, donc elle l'a toujours pas rouverte. Je serais très curieuse d'ailleurs de savoir s'il y en a parmi vous qui ont fait des capsules temporelles personnelles. Alors, la capsule temporelle créée par un individu pour lui-même a pour principal intérêt de faire renaître des souvenirs d'enfance. Voilà. Mais même sans capsule temporelle, on a tous éprouvé, je pense, plusieurs fois dans notre vie le fait de redécouvrir des capsules temporelles entre guillemets accidentelles, voilà, des journaux, des objets, etc., à l'occasion d'un déménagement d'une maison familiale, par exemple. Et du fait de sa force émotionnelle, la capsule temporelle personnelle est un élément récurrent dans l'art et dans la littérature. Et là, vraiment, le moment de capsule temporelle, c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je sais pas, beaucoup de gens se souviennent pas, en réalité, que la capsule temporelle est le démarrage narratif de cette histoire. C'est-à-dire que on dit Amélie Poulain, c'est l'histoire d'une fille qui est amoureuse à Paris. Non, c'est pas ça. C'est l'histoire d'une fille qui découvre dans sa salle de bain une boîte qui contient les souvenirs de son ancien propriétaire, Dominique Bretodeau. Elle retrouve ce Dominique Bretodeau, elle lui donne sa capsule et là on a accès à une scène absolument typique du script de la capsule temporelle dans l'art ou dans la littérature. On a l'émotion, l'émoi, les tremblements de Dominique Bretodeau qui ne comprend pas, qui ouvre sa capsule, sa boîte, et qui, en un instant, tout revient à la mémoire de Bretodeau, qui va redécouvrir en noir et blanc, alors déjà que l'atmosphère était fort sépia du fabuleux destin d'Amélie Poulain, on est encore plus dans le passé. Et cette scène, elle vraiment, c'est les scripts très courants de redécouverte. On a la surprise, l'hésitation, le bouleversement, les larmes, le sourire, une vague, un débordement émotionnel. C'est ce que les anglophones appellent le blast from the past, la déflagration venue du passé. Alors Genet joue sur les codes, je dis pas qu'il donne dans ce sentimentalisme-là, mais en tout cas, c'est extrêmement typique. C'est pas limité aux objets physiques, le script capsule temporelle en littérature, évidemment. Évidemment, j'étais amusée de voir que vous nous distribuiez des madeleines. L'archétypale Madeleine de Proust, capsule temporelle accidentelle, par excellence, qui est devenue une expression courante, quand on dit « Ah, c'est une Madeleine de Proust », quand on entend, je sais pas, Larousseau, par exemple. Et ça montre quand même que la perception populaire de Proust est dominée par le script suivant, Madeleine, brusque redécouverte, forte émotion. Et je reviendrai plus tard sur la justesse de cette analyse, mais en tout cas, c'est l'idée que ça donne. Et enfin, il y a un autre script plus sombre de capsule temporelle, c'est évidemment le script traumatique du retour du refoulé, avec ici, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, de Soisic Join nous en a parlé, pop psychanalytique, alors avec évidemment des grandes figures comme Pas de printemps pour Marny, qui va redécouvrir un passé traumatique, comprendre ce qu'il a en tête et arriver à une sorte de guérison. Encore une fois, on est dans le même script, ça crée un débordement émotionnel. On est littéralement envahi par ce ressaisissement et ça va rendre service à l'adulte. Alors, étant donné la puissance émotionnelle de la capsule temporelle accidentelle, il n'est pas étonnant qu'on cherche culturellement parfois à en recréer les conditions non accidentellement, et que la culture enfantine s'empare de ça. Alors, je pense qu'il y a un boom actuel du concept de capsule temporelle. Il y a des albums cadeaux de certaines décennies, je suis sûre qu'on vous en a offert, dans l'espoir que vous y retrouviez votre enfance. Des ouvrages pédagogiques. Là, très récemment, le journal de l'animation, vous voyez, là, on est en janvier 2003, fabriquer des capsules temporelles avec une classe. Il y a un livre ici, Une année pour toujours, de Lucie de Pellou, c'est ça, chez Talent Haut, qui c'est une capsule temporelle. Elle le présente comme une capsule temporelle. On peut écrire sur Internet des lettres à notre soi du futur. Et mon corpus s'inscrit vraiment dans cette lignée, sauf que c'est des livres d'activité. Alors le livre d'activité pour enfants de type capsule temporelle, pour le constituer ce corpus, j'ai suivi un certain nombre de critères de sélection suivants. Voilà. Alors il faut que ce soit un livre d'activité, qui ait quelque chose à remplir.
que le remplissage soit fait au moins en partie par l'enfant. J'exclus complètement les livres du type journal de ma grossesse et journal de mon bébé. Alors de fait, il y en a que 2 qui sont à remplir en partie par l'adulte. Donc on voit que c'est des livres d'activité qui sont très centrés sur l'activité de l'enfant. Et il faut qu'il y ait au moins une indication qu'il s'agit de consigner des souvenirs. C'est-à-dire que c'est pas juste un journal, c'est pas juste un cahier d'activité ou d'écriture créative ou de dessin. Alors on voit qu'il y en a quand même un certain nombre qui mentionnent le terme capsule temporelle. On voit que c'est un corpus principalement anglo-saxon. Il n'y en a qu'un seul français pour l'instant que j'ai, mais vous allez peut-être m'en donner d'autres. Très junior. Et il y en a beaucoup qui proposent des directives d'encapsulement très strictes, parfois permises par la matérialité du livre. C'est pour ça que je vous en ai apporté quelques-uns. Là, par exemple, très typique, on a des enveloppes, on écrit dedans, on peut sceller les enveloppes grâce à des autocollants qui se trouvent ici. Voilà, pour les envoyer à soi-même. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Et les difficultés d'une telle étude viennent du fait que... je vais y arriver. On a peu de littérature critique sur les capsules temporelles personnelles et encore moins sur les livres d'activité. C'est extrêmement difficile de trouver de la théorisation des livres d'activité. Il y en a quelques-unes, mais c'est rare. Alors, pour l'instant, une première conclusion. Je voudrais faire une analyse systématique de ce corpus, mais là, c'est pas ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter vraiment une analyse qualitative et assez générale. Mon premier angle, c'est le fait que la création de la capsule est présentée comme joyeuse, tout en étant en réalité extrêmement laborieuse. Et cette espèce de double discours est partout dans ces livres-là. La plupart des livres du corpus insistent sur le fun, sur la joie de ce moment. C'est une occasion de jouer, comme dit cet extrait-là. Et en réalité... Voilà, la réalité de la complétion de ces livres, c'est qu'elle est extrêmement grande, ça prend du temps, et on voit qu'il y a quand même, alors là, on a quand même quelqu'un qui nous informe qu'elle se promène toujours avec un sac en plastique où il y a des ciseaux et du scotch double face ou de la colle pour pouvoir rapidement combiner ces mots avec des objets collectés. Voilà, j'espère que vous avez tous dans votre poche du scotch double face. Voilà, tout en insistant pourtant sur le fait que c'est quelques heures, etc., etc. Voilà. Et il y a des listes qui sont assez précises de « surtout amusez-vous, jouez, amusez-vous, amusez-vous vraiment ». Non, sérieusement, faites-le avec des listes de priorités numérotées très souvent. Voilà. Et de fait, alors il y en a qui sont vraiment très chouettes à faire, je les dénigre pas du tout, c'est très rigolo, mais on a aussi des listes comme ça qui sont extrêmement imposantes et quand même pas très fun. Quelle est mes vacances préférées, ma saison préférée voilà. Alors, comment est-ce qu'ils font pour encourager les enfants à créer ? On a quand même la notion en creux du travail nécessaire de l'enfant au service de l'âge adulte. Très souvent, le livre informe l'enfant, auteur, futur lecteur, d'un ton plus ou moins cajolant. Ça, c'est vraiment une phrase qui revient très souvent, que son moi futur le remerciera. Et ça, c'est vraiment un terme qui est utilisé encore et encore de livre en livre. On incite l'enfant à penser au bonheur qu'il aura plus grand à retrouver ses souvenirs. D'autres, c'est un petit peu plus sinistre. Il rappelle que les gens autour de lui vont mourir. Voilà. Alors là, on a cette phrase qui est à la fois larmoyante et non attribuée. Une mère tient la main de ses enfants un court moment, mais leur cœur pour toujours. Il y a un des livres qui s'appelle littéralement « Des questions que vous regretteriez de ne pas avoir posées », sous-entendu qu'il s'agit de poser tant qu'elle n'est pas morte. Alors, j'irai pas toujours jusqu'à qualifier ces injonctions de culpabilisantes, mais clairement, il y a une pression sur l'enfant qui est mise dans la position de choisir si, oui ou non, tu veux faire plaisir à un adulte, avec le paradoxe que cet adulte est lui-même grand. Donc lui-même, virgule, mais plus grand, voilà. Et donc, voilà, on a cette espèce de constante pression envers l'enfant. Autre trait dominant, le souvenir d'enfance est vu comme absolument positif, ou du moins les souvenirs à consigner le sont uniquement. Donc on a une vision de l'enfance très idyllique, très idéaliste. Les livres d'activité sont unanimement optimistes quant à la beauté de l'enfance de leurs auteurs. Il n'y a aucune place pour confier des événements traumatiques. On a des petites tristesses, mais qui sont très minimisées. Là, on a la jaquette de l'un d'entre eux que vous voyez là. Il y a écrit des trucs super secrets. C'est vachement secret parce que c'est dans la jaquette quand même. L'enfant ciblé est d'une famille nucléaire, stable, bourgeoise, des exercices qui réclament des descriptions de chambres qui sont jamais en fait envisagées comme partagées, des annotations sur le nombre de pays qu'ils ont visités, des avalanches de jouets, objets, vêtements préférés à recenser, et surtout la préservation des capsules montre que les livres envisagent très peu que les familles déménagent ou que la capsule soit perdue au cours de mobilité. Cependant, à la fois, ces livres mettent la menace de la perte ou de l'oubli au cœur de ce travail du souvenir.
il y a une énorme abondance d'impératifs, des verbes se souvenir, ne pas oublier. Là, on a remember, pour ne rien oublier de ton enfance, qui implique l'extrême volatilité de ces bonheurs d'enfance et donc la nécessité de les fixer. Donc en fait, les vies stables, joyeuses, les enfances présupposées par ces textes sont présentées comme constamment menacées par les imprécisions de la mémoire. Et il y a une espèce de devoir de l'enfance d'enregistrer ses propres beautés. Il y a un fantasme adulte en filigrane qui est assez évident, celui d'un enfant qui se rendrait compte un jour, peut-être aujourd'hui ou peut-être plus tard, de toutes les choses que sa famille lui aurait données. Cette menace de perte ou d'oubli, elle est vraiment constante. Et pourtant, encore une fois, paradoxalement, l'oubli est évidemment nécessaire. Parce que la constitution de la capsule temporelle, eh bien, elle réclame un point crucial pour fonctionner émotionnellement en tant que capsule temporelle. Les livres réclament d'être oubliés. Alors, c'est pas vrai pour tous les livres. Mon seul livre français du corpus, il demande à être ouvert chaque année, mais en majorité par des règles d'encapsulement très précises qui demandent, voilà, et le journal ne doit pas être facilement ouvert. Souviens-toi, n'ouvre pas ton journal jusqu'à la date que tu choisiras. Ton moi futur te remerciera, encore une fois. Alors, les règles d'encapsulement sont strictes, elles sont parfois assez tirées par les cheveux. Là, il faut faire tout un tas de labels, j'ai pas très bien compris. Mais surtout, il faut les oublier en attendant. Voilà. On peut aussi faire des capsules avec d'autres objets, etc. Et il faut absolument éviter de rouvrir l'objet avant une certaine date. Et à travers ces livres, on a une vision assez paradoxale du moi enfantin et du moi adulte, qui sont à la fois liés, mais qui sont très séparés. Même si le mot moi, alors ces livres sont extrêmement autocentrés, donc le mot moi arrive très très régulièrement. Mais l'enfant qui écrit à un moi qu'il ne connaît pas, qui lui est finalement assez étranger. Il écrit au moi plus expérimenté, au moi plus vieux et plus sage, au moi plus vieux et plus intelligent. Voilà. On l'invite à s'imaginer constamment grand, mais en même temps, c'est entouré d'un tel mystère. Et surtout, l'enfant est placé dans une telle position de service par rapport à ce moi futur qu'il s'agit quand même vraiment de deux moi séparés. La séparation entre ces deux états est vraiment évidemment très peu théorisée. Et c'est l'une des conditions de puissance de la réalisation de la capsule, puisque le souvenir enfantin doit disparaître, le moi enfantin doit disparaître pour tout à coup réapparaître dans le moi adulte, sans perdurer au milieu. Voilà, on envisage une non-continuité entre les deux états. Et donc les livres d'activité qui vont le plus loin dans cette possibilité-là, ils suivent vraiment le script de la redécouverte, d'une déflagration à la Dominique Breteau-d'Eau. Donc en résumé, on a quelques caractéristiques du souvenir d'enfance à travers ces livres d'activité qui nous sont donnés. Il peut faire l'objet d'un travail conscient de l'enfant par l'adulte, c'est ce que nous disent ces livres éminemment. Le souvenir d'enfance est en partie la responsabilité de l'enfant. Il est constitué par la consignation de détails banals du quotidien. Il est encouragé par la prise de conscience de la beauté de sa propre enfance et aussi par la prise de conscience de son caractère éphémère ou volatile. Pour fonctionner comme décharge émotionnelle à l'âge adulte, il doit être oublié avant d'être retrouvé. Et sa redécouverte sera un événement ponctuel qui créera chez l'adulte des sentiments éminemment positifs, parmi lesquels très éminemment de la gratitude. Ça, c'est très, très important. Alors, je sais que je suis un peu limite sur le temps, mais je voudrais quand même contraster ça théoriquement. C'est bon ? Parce que je vois que c'est 18. Non, mais c'est bon ? Ok, ça tombe bien parce qu'en fait, j'en ai encore pour 1 heure. Donc, je trouve intéressant de contraster cette vision avec quelques perspectives théoriques contemporaines en littérature jeunesse qui montrent les limites d'une telle vision du souvenir d'enfance et en proposent des alternatives. Je m'appuie ici sur le travail en grande partie de Mara Goubar, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est une théoricienne américaine qui est célèbre pour avoir mis en avant la théorie qu'elle dit kinship theory, la théorie de la parenté entre adultes et enfants. Elle propose qu'il existe entre enfance et âge adulte plus de continuité et de ressemblance que de rupture et de dissemblance, et que les cultures contemporaines occidentales de l'enfance ont contribué à écarter, à séparer l'enfance de l'adulte, au lieu de souligner ce qui les relie. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Construisant sur ces fondations, on a le travail très intéressant d'Alison Waller, qui est juste là, voilà, et sur ce qu'elle appelle les pratiques de remembering, donc la remémorisation dans ce très beau texte, très belle monographie, Rereading Childhood Books Poetics, donc la poétique de la relecture des livres d'enfance. Alors, Alison Waller, elle a fait une étude empirique auprès d'adultes, à qui elle a d'abord demandé de se rappeler un livre fétiche de leur adolescence ou de leur enfance, donc un peu ce que vous nous aviez demandé de faire. Et en fait, ce qui est intéressant dans son étude, c'est que d'abord, elle leur a fait passer des entretiens
sans avoir relu le texte. Donc d'abord, elle s'intéresse aux souvenirs. Qu'est-ce qui vous reste de ce livre dont vous dites que c'est un livre fétiche ? Et ensuite, elle leur demande de relire le livre, de tenir un journal de lecture et de lui en parler ensuite de la même manière. Et donc dans les deux cas, on a des entretiens qui sont extrêmement riches sur les complexités de la mémoire, des souvenirs chéris d'enfance, et notamment les 1000 facettes de la redécouverte d'un texte ou artefact d'enfance, qui est loin d'être réduite à la fameuse blast from the past, à la déflagration instantanée venue du passé. Donc loin de cette vision dramatique, déflagrante, sa recherche montre qu'il ne peut jamais y avoir réellement de retour en enfance, mais plutôt un travail de l'adulte, qui est du côté de l'adulte dans sa responsabilité, pour peler les différentes couches mémorielles de sa propre existence, en acceptant des désaccords avec lui-même lors de la relecture du livre autrefois, et en évaluant également la continuité du moi à travers le temps. Son étude a aussi le mérite de confier le travail et la responsabilité du souvenir d'enfance, non pas à l'enfant, contrairement à ces livres-là d'une certaine manière, mais à l'adulte, à travers des méthodes spécifiques de remémorisation qui le mettent en contrôle de ces résurgences-là et de ce qu'elles peuvent apporter. Notamment des résurgences potentiellement traumatiques, parce que ce que j'ai pas dit aussi plus tôt, c'est que non seulement les livres ne permettent pas de consigner des événements traumatiques, mais évidemment on ne sait pas finalement ce qui peut se passer a posteriori, après la complétion d'une capsule temporelle comme ça, et qui fasse que l'adulte qui le redécouvre va être complètement bouleversé par d'autres choses qui sont pas du tout dans la capsule temporelle, mais qui sont arrivées un peu plus tard. Alison Waller met vraiment en contrôle l'adulte ici de ses propres souvenirs. Ce genre d'études nous invite aussi à revisiter les conceptions populaires de la fameuse Madeleine de Proust, qui elle-même est trop souvent vue comme une espèce de blast from the past, donc de déflagration instantanée qui nous replonge merveilleusement dans un océan de souvenirs d'avant, que ces livres d'activité chercheraient à recréer. Alors qu'évidemment, là, chez Proust, c'est quand même une vision beaucoup plus complexe du souvenir d'enfance. Et il y a un aspect notamment souvent oublié dans les perceptions populaires du passage de la Madeleine, qui est l'affaiblissement en fait de la réminiscence au fur et à mesure qu'il reprend des cuillères et des cuillères, au fur et à mesure qu'il s'efforce d'en élucider l'origine, le blast from the past s'évanouit. Et l'émotion immédiate et complètement bouleversante une fois qu'elle se retire laisse place au travail littéraire. Le blast n'est qu'un moment en fait de cette résurgence. Et donc il y a après 2000 pages après le passage de la Madeleine. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais elle montre quand même à quel point la reconstitution de son passé n'a rien d'une résurgence immédiate, mais c'est un travail de composition et de recomposition du souvenir. Et il y a ce passage que j'aime énormément, donc qui est un peu plus tard, même beaucoup plus tard, parce que c'est dans Albertine disparue, où Proust dit « Les jours anciens recouvrent peu à peu ceux qui les ont précédés et sont eux-mêmes ensevelis sous ceux qui les suivent. Mais chaque jour ancien est resté déposé en nous comme dans une bibliothèque immense où il y a des plus vieux livres un exemplaire que sans doute personne n'ira jamais demander. » Comme chez Michael Arnaud. Pourtant que ce jour ancien, traversant la translucidité des époques suivantes, remonte à la surface et s'étend en nous, qu'il couvre tout entier. Alors, pendant un moment, les noms reprennent leur ancienne signification, les êtres leurs anciens visages, nous notre âme d'alors, et nous sentons avec une souffrance vague, mais devenue supportable et qui ne durera pas, les problèmes devenus depuis longtemps insolubles qui nous angoissaient tant alors. Notre moi est fait de la superposition de nos états successifs, mais cette superposition n'est pas immuable comme la stratification d'une montagne. Perpétuellement des soulèvements font affleurer à la surface des couches anciennes. Et ce sont ces soulèvements-là qui me semblent sont complètement invisibles à ces livres d'activité qui figent le souvenir d'enfance et misent sur une redécouverte de type tremblement de terre soudain, plutôt que d'en suggérer une tectonique arbitraire, quotidienne, qui est à la fois beaucoup plus puissante, mais beaucoup moins dramatique, évidemment. Je terminerai juste en mentionnant certains scripts de capsules temporelles plus nuancés qui existent en littérature jeunesse, notamment l'une des plus fameuses capsules temporelles, la pancine du professeur Dumbledore dans Harry Potter, qui est un objet magique qui est littéralement entièrement dédié à la consignation des souvenirs pour être réexaminé à l'avenir, mais pour être réexaminé régulièrement en réalité, pas pour être redécouvert, pas pour avoir une puissance émotionnelle, mais une puissance introspective. Et la pancine autorise un examen de soi et de ses propres souvenirs. Alors évidemment, le passé on peut y accéder de manière très claire, le soi est assez transparent quand même chez Rowling, mais ça pourrait nous faire envisager un type de livre d'activité assez différent où, au lieu de consigner des souvenirs, de les barrer et de les redécouvrir à un moment précis, on a cette réévaluation constante, ce réexamen de soi qui peut arriver tout au long de la vie. On pourrait aussi imaginer des livres qui demandent à des enfants de se souvenir de ce qui s'est passé quand ils étaient un peu plus jeunes, ou de raconter la manière
manière dont il vit certains de ses souvenirs, dont ces souvenirs continuent à perdurer dans son existence, dans ce qui fait la continuité entre son moi d'avant et son moi d'après. C'est sans doute ce que font plutôt les ateliers de philo que les livres d'activité. Voilà. C'est un exercice complexe auquel on parvient rarement quand on est adulte, mais nous savons bien que c'est là et pas dans ces réminiscences fulgurantes d'un moi mort et enterré qu'est le véritable travail de mémoire. Merci pour votre attention.